autre sujet, je vais vous parler de l'Ukraine pendant les 20 prochaines minutes. L'idée, c'est de vous présenter simplement la genèse du projet qui a déjà été annoncé par Alexandre au travers. Et puis on a fait deux types de wargame, un wargame plutôt exploratoire et un wargame plutôt analytique, et les conclusions qu'on en a tirées. La genèse du projet part de l'itération de l'année passée. Et puis en plus, il y a beaucoup d'exemples qu'on voit d'outre-mer principalement, et notamment du Marine Corps. Beaucoup de choses intéressantes qui se passent là-bas, ça a donné envie aussi de développer quelque chose dans ce sens-là. Ici vous avez un exemple par exemple du centre de wargaming du Marine Corps, qui eux ont mis en place dès le début de la guerre en fait un wargame opératif sur les conflits, les batailles qui avaient lieu dans l'est de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que là on est absolument dans le ODA loop, ou le loop qui regroupe l'exercice, l'analyse et les wargames. Et là vous avez un wargame qui a été basé sur une analyse externe, mais chaque semaine en fait il l'alimentait avec l'information, donc l'information issue de l'analyse, pour actualiser la position des pions. Donc ça servait et ça sert toujours à la fois comme image du temps présent, donc où sont les unités et qu'est-ce qu'elles font, et puis en même temps il joue sur cette carte pour réfléchir aux possibilités d'une part et d'autre. Donc très intéressant, et ça nous a amené sur un jeu, un scénario qui avait déjà été publié, qui est basé sur l'Ukraine. C'est un Matrix game, ça s'appelle Bandera. En l'occurrence, nous ils ont republié Bandera 2 en 2021. C'est un jeu gratuit, c'est accessible en ligne. C'est des règles très simples. C'est principalement donc des acteurs qui jouent le rôle de chef d'État. Et ils ont droit par tour de mener une action, et cette action-là, elle est résolue par des arguments. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bons arguments pour résoudre une action, et c'est véritablement un exercice d'intelligence collective que d'estimer la plausibilité d'un événement ou d'un autre. Donc ça, c'était pour la partie stratégique. Et puis, vu qu'on aime les hexagones, je me suis amusé à faire une carte aussi avec des hexagones de 20 km de diamètre, où on a essayé, là plus de manière exploratoire également, mais sans forcément avoir construit un système très développé, on a essayé de jouer une partie un peu plus opérative. Donc au niveau stratégique, il s'est posé la question évidemment de représenter ces quatre dimensions, diplomatique, informationnelle, économique, militaire. Et là, le Matrix Game se prête très bien parce que finalement, toutes les actions des membres ou des joueurs, tout est possible. Tout est possible, il faut simplement que ce soit plausible, et que la plausibilité soit validée par les autres joueurs. Et ensuite, suivant le taux de réussite qui a été convenu, on lance un dé pour simplement ce dernier pourcentage, parce qu'il y a toujours une possibilité que les choses ne fonctionnent pas. On avait également rajouté différentes dimensions dans lesquelles les arguments font augmenter ou diminuer montrent l'avancée soit militaire, soit économique durant la partie. Et puis on a rajouté aussi, suite à la deuxième partie aussi, en référence à Fitna, d'avoir ce suivi de la tension internationale, parce qu'il nous semblait que c'était une dimension qui était également importante et qui n'est pas forcément apparue dans la première itération. Donc ici, avec les différentes positions, vous avez également une séquence de jeu pour vous imaginer. Ça, c'est la troisième itération qu'on a faite. Donc vous aviez chaque fois les chefs de gouvernement. La séquence de jeu a été choisie avec les USA en premier parce que c'est eux qui donnent le ton finalement, et puis la Russie à la fin qui réagit à ce qui s'est passé entre temps. Vous avez chaque fois un personnage qui représente le niveau étatique, et particulier, on avait également représenté Wagner, qui était cet aspect dual du pouvoir quelque part en Russie.
Et ça donnait un léger avantage aux Russes parce qu'à la fin, ils avaient 2 tours potentiellement qui pouvaient leur permettre de réagir à tout ce qui s'était passé, avant. Donc intéressant. Et puis, on a sur les 3 fois qu'on a fait, on a utilisé d'autres acteurs parce qu'il nous a semblé, étant donné qu'on a joué une fois la phase initiale du conflit, une fois la phase septembre 2022 et une fois une phase plus contemporaine pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc ça c'était au début 2023. On a utilisé chaque fois des acteurs différents pour, qui nous semblaient en fait plus opportuns à tel moment du conflit. Pour le niveau opératif, multidomaine, on a essayé de représenter ça dans la première séance. On avait cette idée que les participants au combat investissent dans trois dimensions. En fait, ils ont des points à disposition et puis ils investissent soit dans le cinétique, dans les vecteurs, ou alors dans le support. Et étant donné que cette planification est faite de manière secrète, une fois que les deux joueurs révèlent en fait dans quel domaine ils ont investi, l'idée c'était d'avoir une interaction entre ces différents domaines, c'est-à-dire que par exemple celui qui dispose de la suprématie dans le domaine espace, eh ben, ça va lui faire augmenter de temps de points ses effets sur le terrain parce qu'il a une meilleure reconnaissance, parce qu'il sait où est l'adversaire et avec quels moyens. Même chose avec les drones, même chose avec le cyberespace. Donc l'idée c'était vraiment de faire interagir ces différents domaines. Et puis avec des forces, avec des types de forces différentes, étant donné qu'on a affaire en particulier à la fois à des réguliers, mais également à des miliciens ou alors plutôt des réservistes. Et là ils étaient représentés par des cubes, et un cube de professionnels ayant la valeur de 3 cubes miliciens. Ça représentait plus ou moins un bataillon à ce moment-là. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas forcément représentatif des combats en Ukraine. Et on a pour jouer aussi cette partie un peu plus opérationnelle ou opérative, on a utilisé un autre système assez simple, plutôt basé sur enfin, c'est basé en partie sur les composantes du jeu Offensive le jeu, qui est un jeu qui a été développé par un officier de l'armée suisse pour les composantes. Et puis on y a ajouté une idée encore une fois de déploiement caché, c'est-à-dire avec des task force qu'on a répartis ensuite sur une carte de l'Ukraine. Donc il y avait l'idée que de part et d'autre, en fait, ils doivent répartir leurs forces le long du front, mais ils ont la capacité de manière cachée à renforcer l'un ou l'autre endroit, sans jamais se dégarnir trop pour parer à l'imprévu en cas de concentration adverse, et puis de voir un peu comment ça évoluait. Puis pour le setup, en fait, on s'est basé à la fois sur le tracé ferroviaire de l'Ukraine et sur le tracé routier, pour définir des points d'intersection, des points logistiques importants à la fois pour les Ukrainiens et pour les Russes, avec de différents passages. Donc en rouge pour les Russes, les points logistiques, les points de passage en blanc, les points jaunes, les points de passage pour les Ukrainiens, et puis les points logistiques en orange, et avec une règle particulière qui permettait de jouer le HIMARS ou la frappe opérative du côté ukrainien, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une connexion avec un de ces points logistiques pour pouvoir régénérer une unité. Du moment où cette chaîne d'approvisionnement, en fait, elle se fait détruire au fur et à mesure, ça devient très compliqué pour les Russes de lancer une offensive. Même chose de l'autre côté. Et puis, on a placé les unités. Et puis pour voir un peu ce qui se passait ensuite. Donc l'idée de combiner ces deux niveaux, c'était pas forcément une représentation fidèle de la réalité de ce qui se passe en Ukraine, mais c'était plutôt de pouvoir jouer en fait une suite d'arguments, un narratif au niveau stratégique, et puis ensuite d'en prendre les points de départ pour jouer une phase opérative. Et puis, à la fin de cette phase opérative, voir où on en est et retourner sur la carte stratégique et puis dire, ben voilà, ça c'est la situation finale, à peu près deuxième moitié 2023. Maintenant, vous devez négocier. Qu'est-ce que vous négociez?
Et ce qui était intéressant, c'est que dans le Matrix Game, effectivement, les Russes dans le jeu, ils ont réussi à prendre le contrôle de Zaporizhzhia, et donc on a ensuite retranscrit ça dans la position de départ pour la phase opérative. Ils étaient effectivement plus loin que ce qu'ils n'étaient en réalité. Et puis à la fin de la phase opérative, les Ukrainiens ont réussi à percer un bout vers le sud, et ce qui a donné aussi lieu à des discussions intéressantes pour la suite. Donc comment régler finalement l'après-guerre, c'est-à-dire les négociations de paix. Quelques impressions. Donc c'est un jeu où il y a besoin d'un narrateur, respectivement d'adjudicateur qui règle les décisions des joueurs, mais également une personne qui gère le jeu. En l'occurrence, je remplissais cette fonction-là. Et puis les différents joueurs qui jouent les acteurs de présence autour de la table. Ici, vous avez l'exemple de la première itération. Donc on utilisait les cubes pour représenter plus ou moins un bataillon. Ça ressemble beaucoup à... Ça a des airs de risque, si on veut. Et puis ensuite, ça c'était la situation à la fin du jeu sur la carte, donc avec une petite percée en direction du sud. Ce qui était important, c'était surtout les discussions qu'on a générées et puis les observations qu'on en a tirées. Et là, j'en ai pris 3, mais je vous encourage, ça a été publié sur le site du CHPM et ça, vous avez la possibilité de les rechercher. J'ai pris trois observations qui me semblaient importantes. D'une part, le statu quo stratégique, ce qu'on a noté à la fois au niveau stratégique et puis ensuite dans la mise en œuvre opérative, c'est vraiment cette tendance à la pousser en avant, et finalement c'est un peu comme dans la Première Guerre mondiale, vous créez un saillant et puis ensuite vous n'avez plus la possibilité de continuer, et celui qui essaye d'encercler se retrouve l'encerclé. Donc s'il y avait beaucoup de va-et-vient, il n'y avait pas forcément d'avantage majeur, en tout cas au moment où on a joué cette partie. Ce qui était très intéressant, c'était surtout la discussion de la fin. Donc une fois qu'on a joué ces différentes parties, à la fin, théoriquement, l'Ukrainien avait une situation assez favorable, mais il s'est posé la question de qu'est-ce qu'une victoire stratégique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, une des parties se sent en possession d'un avantage, même relatif, mais qui lui permet de venir à la table des négociations. Et là, c'est vrai que même face à une situation qui serait légèrement en faveur d'un côté ou d'un autre, on voit difficilement en fait comment, ou en tout cas dans nos discussions, on voyait difficilement comment ils se mettraient d'accord. Et puis finalement, il y a une dimension qui était intéressante parce que vous avez entendu ce qui s'est passé en juin en Russie. Et, on a beaucoup discuté aussi des dissensions, alors aussi du côté ukrainien et également du côté russe, mais il y avait cette question de savoir finalement quel est le rôle de Prigojine dans le système russe. Évidemment, on n'a pas vu ce qui se passait en juin, mais il y avait effectivement la question, on n'arrivait pas à comprendre finalement quel était son rôle profond dans le système. Et ce qui nous a amené par la suite à deux autres wargames plutôt analytiques, où là on a également repris le sujet de l'Ukraine. Je laisserai Ivan nous donner 2-3 mots là-dessus. Alors du coup, concernant le wargame analytique, ça a d'abord commencé avec un système de jeu qui s'appelle Ukraine 2022, qui est beaucoup plus axé, c'est vraiment des groupes qui se battent les uns contre les autres. On a finalement du coup des pions qui représentent des groupes, qui représentent des véhicules individuels, et l'intérêt de ça au final c'était plutôt de mettre des moyens dans un terrain et voir comment est-ce qu'ils interagissent, comment est-ce qu'ils vont interagir par rapport à certaines missions. On a choisi des scénarios qui étaient relativement génériques. Ici on a des Russes qui essaient d'établir une tête de pont, et ici on a par exemple un combat de rencontre. L'une des choses qui était intéressante, c'est qu'on a deux armées qui sont post-soviétiques avec un héritage commun, mais qui ont des pressions différentes en termes des moyens qui sont différents.
des Ukrainiens généralement mieux dotés en infanterie et de l'autre côté des Russes qui sont beaucoup plus mécanisés. Le wargame en lui-même, on peut voir un peu à quoi ça ressemblait. On a joué plus ou moins 4 scénarios différents qui ont été joués plusieurs fois. Et il y a eu des retours positifs, il y avait aussi quelques lacunes qui ont été remarquées, notamment un système de C2 qui était assez capricieux. Mais aussi une absence de feu indirect. Or, on sait que le feu indirect est assez central dans le conflit. Et on s'est aussi demandé en fait qu'est-ce que ça donnerait si par exemple on augmentait l'échelle. Et on sortait un peu de ces combats très décentralisés, peut-être plus aptes à représenter le début du conflit, et on s'intéressait à ce qui se passait plus tard. Et du coup, après discussion, on s'était dit que ça serait bien d'organiser un wargame et cette fois-ci de rajouter un élément de structure et de s'intéresser au BTG, ou Battalion Tactical Group, et de voir pourquoi est-ce que cette structure, quelles étaient les forces et les faiblesses de cette structure, et comment en fait est-ce que qu'est-ce qui a mené à cette disparition d'ici la fin de 2022. Donc ici on est rentré dans plus de l'analytique, toujours l'idée un terrain, une mission, des moyens et cette fois-ci la question de la structure. Du coup on a créé un scénario fictif avec une attaque de village. Ce village n'existe pas, le nom est inventé, mais qui vise à représenter un espèce d'engagement tactique prototypique durant l'offensive russe dans Donbass en 2022. Très brièvement, on a des Ukrainiens qui se sont déployés assez près, se sont tenus au compartiment de terrain qui leur offrait du couvert, et des Russes qui ont cherché d'abord à combattre par le feu, mais ensuite se sont trouvés surtout à chercher à contourner les points forts ukrainiens. Et finalement, ce n'est pas nécessairement les assauts russes qui ont mené en fait les Ukrainiens à abandonner leur terrain, mais c'est plutôt en fait l'interdiction par le feu direct qui a permis aux Russes de forcer les Ukrainiens à se replier. On s'est retrouvé avec plus ou moins une forme d'égalité tactique, des Russes qui ont avancé mais qui ont subi des pertes. Et ça nous a du coup posé des questions sur la viabilité en fait de cette structure BTG. Et ici, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemblait. Techniquement, on a une espèce de forêt qui est représentée ici au milieu, qui était le point fort ukrainien sur lequel les Russes se sont un peu cassés les dents. Le village et l'articulation de combat russe. Les constats principaux qu'on a tirés, c'est l'usage massif de l'artillerie et les capacités d'assaut réelles des BTG, notamment leur capacité à durer et à encaisser les pertes. Et finalement une tendance du côté ukrainien à se tenir au compartiment de terrain qui leur offre du couvert, et de l'autre côté des Russes à chercher à verrouiller le terrain par leur mécanisation supérieure. Ce qu'on a trouvé surtout intéressant, c'est qu'on a utilisé un système de jeu qui n'avait pas nécessairement en tête ce conflit particulier, mais qu'on a quand même vu du coup des joueurs ukrainiens et russes répéter des patterns qui ont pu être observés durant le Donbass 2022. Naturellement, il y a beaucoup de discussions sur quelles sont les raisons. Il y a différents rapports, notamment ceux de Russie, qui permettent assez bien qui expliquent assez bien les faiblesses du BTG. On a néanmoins trouvé intéressant de mettre le BTG dans un wargame et voir qu'est-ce que nous on constate avec des joueurs qui reçoivent du coup une mission, des moyens et un terrain dans lequel la contrôler. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je te remercie. Je pense que c'est important en conclusion de rappeler que si on prend ces trois domaines qui interagissent les uns avec les autres, on a d'une part l'analyse, et là l'analyse nous est également donnée par Alexandre au travers ces articles, les travaux sur le BTG, les travaux d'Ivan, et ça nous a donné la base pour réfléchir aux problématiques qu'on voulait modéliser, et ensuite le wargame permet de nous informer de nouveau et de retourner à l'analyse. Donc elle n'est pas une fin en soi, elle fait partie d'un cycle de recherche. Conclusion générale, ce qui nous est paru important de mentionner, c'est que le Matrix Game s'est bien prêté à l'exploration de scénarios, donc c'est vraiment exploratoire. Évidemment, ça a le caractère à ne pas être reproductible, absolument pas. C'est un jeu de type narratif. Le narratif est son centre. C'est à la fois son point fort, parce que ça permet de discuter
et puis de réfléchir peut-être à des enchaînements d'événements auxquels on n'aurait pas pensé avant, mais c'est également son point faible, parce que fondamentalement subjectif, étant donné qu'il est généré par la connaissance collective d'un groupe. Et après, il faut aussi dire, et c'est un des points, un des checks, je dirais, un check and balance du système, c'est qu'en ayant 6 ou 8 joueurs, le fait que chacun doit mesurer une probabilité pour l'événement qui va avoir lieu permet de s'approcher en tout cas de quelque chose de plausible. Ça ne veut pas dire que, les événements qui ont lieu dans le jeu sont toujours réels, toujours possibles dans la réalité, mais on essaye de trouver quelque chose de plausible pour réfléchir à l'avenir. Et puis le wargame analytique, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit nourri de données actuelles. Donc Fistful of Toast 3, heureusement, il a des données pour tous les systèmes jusqu'à 2015, mais évidemment, il ne comporte pas forcément de données très précises sur les drones, par exemple, sur les systèmes d'artillerie de longue portée, sur targeting, sur command and control. Donc là, évidemment, on est obligé de jouer un petit peu sur différents niveaux pour essayer de représenter finalement ce qu'on pense être l'interaction d'un bataillon ou d'un groupement bataillonnaire. Et puis finalement, ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est de mettre en opposition l'approche sur carte avec l'approche bac à sable, plutôt d'un jeu tabletop, les deux ayant des avantages et des inconvénients. Mais pour l'approche tactique, je pense que le bac à sable est intéressant parce qu'il permet d'être plus libre dans le mouvement et donc de concevoir l'espace et le temps d'une manière différente que sur la carte. Voilà. Et finalement, 2-3 mots de sagesse. It doesn't have to be perfect, it must be oppositional, it doesn't have to be fair, it should involve surprise, it must involve failure, it shouldn't be repetitive, it's about the game, it's about people and decisions. Et je pense que c'est l'élément essentiel que je retiens et qu'il faut retenir de ces activités de wargame. Il s'agit de personnes qui prennent des décisions et qui ont des conséquences. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour notre partie wargame Ukraine? Comment vous avez ciblé le moral? Le moral. Alors le moral. Des deux côtés. Au niveau pour lequel? Pour le tactique ou le stratégique? Les deux. Pour le tactique, il y a une mécanique qui est dans Fistful of Toast, simplement parce que 50% des unités dans une compagnie ont été détruites, en tout cas ne sont plus opérationnelles. La compagnie dans son entier doit faire un test de qualité, si elle rate, elle se replie. Au niveau stratégique, on avait ces différentes pistes, exactement. Sauf erreur, on avait défini, alors évidemment c'était un peu subjectif, mais je crois qu'on avait défini un moral de départ qui se base sur nos propres appréciations. Exactement. Donc en fait, le moral il est représenté par les 3 pistes, donc qui sont à la fois le support populaire, qui sont le niveau insurrectionnel du pays et puis l'efficacité des troupes. Donc c'est un mélange de ces trois dimensions. Évidemment, la position de départ elle est subjective, mais ce qu'on a essayé de représenter ensuite, c'est que chaque événement qui avait lieu, chaque bataille qui avait lieu influençait ces 3 dimensions, soit de manière positive, soit de manière négative, pour essayer de suivre ce développement. Mais évidemment, le point de départ est subjectif. Vous avez accès, pardon. Vous disiez une unité professionnelle ou 3 unités de milice. Pourquoi pas, mais du coup, combien valent les réservistes, et ainsi de suite. En fait, c'est plus une approche quantitative. Oui, et on s'est rendu compte on a eu un problème après parce qu'on avait une approche quantitative pour la représentation des combats et qui fondamentalement va à l'encontre de l'approche narrative du Matrix Game. Donc c'est pour ça qu'on a décidé ensuite de séparer les deux et puis de représenter tout ce qui est opératif et tactique sur une carte en tant que telle, avec un système en tant que tel.
parce que ça menait à pas mal de confusion en fait de mélanger les deux sur la même carte. Puis à la fin, surtout, tout ce qui était qualitatif devait être transféré, pour avoir un effet, devait être quantifié à un moment. Donc le premier Wargame avait un peu cette ambivalence. Il fallait quantifier toutes les décisions, mais dans des choses qui ne sont pas forcément quantifiables, étant donné que c'est des arguments majoritairement narratifs. Ça est dans la même direction, c'est ouais. Comment évaluer l'impact sur le jeu de différentes unités, que ce soit professionnelles, mercenaires, conscrits. C'était en fait, on a vraiment, comme on disait là, c'était une approche quantitative. Donc, un régulier vaut 3 conscrits valaient une unité de réservistes, de professionnels. Puis c'est à un moment de la résolution du combat, en fait, on faisait la distinction. Puis quand vous avez joué l'attaque de ce village là que vous avez montré en exemple, le processus d'engagement, c'était basé sur quoi? Sur l'attaque réelle, enfin le procédé d'engagement des unités de combat russes, celle de l'armée suisse, ou sur quelle base vous avez développé cette attaque? Alors on a mis en situation, donc le colonel Vautravers jouait le commandant de bataillon rouge. Mais c'était la libre appréciation des joueurs. Donc on n'a pas essayé de suivre une doctrine. C'est totalement basé sur la doctrine, je dirais, il y a 20 ans de recherche sur la doctrine mécanisée soviétique, russe, etc. Donc on a été le plus fidèle possible par rapport à ce qui était connu. D'accord. Donc c'est pas le processus nôtre de Suisse que vous avez appliqué là, mais c'est vraiment basé sur... Ah, intéressant. Bon, et avec les contraintes russes aussi, donc on a essayé de représenter ça, notamment par exemple les la conduite des feux par exemple. La conduite des feux, qui, les Russes, chaque batterie a son propre véhicule, a son propre commandant de feu, et seulement ce commandant de feu a les réseaux pour pouvoir commander le feu de sa batterie. Ce qui du coup peut créer des problèmes de flexibilité sur le terrain, et ça c'était avant que les Russes intègrent les drones dans leur circuit senseur-réflecteur. Il y avait aussi la limitation quant aux unités, donc aux unités de départ, et puis il y a eu les joueurs, au début, ils ont dû choisir comment ils voulaient organiser leur BTG. Donc là, ils avaient une quantité plausible de sections pour un BTG de taille standard. Ensuite, ils étaient forcés à choisir comment ils voulaient organiser leur compagnie. Et avant le premier engagement, en fait, toutes les compagnies étaient invisibles sur le champ de bataille, étaient représentées simplement par un dé. Et au moment de premier contact avec l'adversaire, en fait, les unités se dévoilaient. Donc il y avait une idée aussi potentiellement de déception pour le russe, et puis de s'organiser selon sa stratégie. Mais les joueurs étaient assez libres. C'est pour ça que sur la carte que vous nous montriez, il y avait des dés 2. Exactement. Oui, exactement. Ici c'est en fait les unités ukrainiennes qui étaient dans le village et qui étaient un espèce de second échelon avec aussi leurs mortiers. Et puisque du coup le russe savait qu'il y avait des unités sur place, il partait du principe qu'il y avait une espèce de reconnaissance plus d'ordre opératif qui était capable de lui dire ok, il y a des unités mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Et ensuite ça appartenait aux Russes d'avancer assez, arriver au contact et essayer de voir qu'on va dévoiler ces unités. Et c'est aussi la même chose de l'autre côté où c'est des dés qui avançaient sur une route. On a rédigé un rapport complet là-dessus, assez long aussi avec vraiment une partie théorique sur le BTG, mais il n'est pas encore prêt. Mais il sera mis sur le site du CHPM, donc ça peut être intéressant. Puis on a rédigé un rapport de bataille, ce qui s'est passé exactement, pour un petit peu alimenter la discussion. Encore une fois, ça ne se veut pas une analyse, mais c'est un complément à l'analyse et c'est intéressant. Si on lit l'article justement sur le BTG, ou la manière dont le BTG est formé, de voir qu'est-ce que potentiellement à quoi ça pourrait ressembler sur un modèle de wargame de ce type.